vous l'avez dit en introduction, Volodymyr Zelensky qui a rencontré l'état-major hier l'a dit, il a affirmé toutes les armes nécessaires pour faire tenir ces villes seront fournies aux soldats ukrainiens. C'est une guerre très symbolique et de fait ça l'est parce que depuis la deuxième partie du mois de mai, les Ukrainiens ont décidé qu'ils ne lâcheraient pas un seul centimètre carré de ces terres aux Russes. Mais c'est une grande difficulté, c'est une guerre d'attrition qui a lieu là-bas. Grande difficulté, pourquoi? Parce que la stratégie russe, c'est d'envoyer des salves d'hommes pour s'écraser sur les soldats ukrainiens. Une première salve d'hommes qui est, disons-le, de la chair à canon qui vient s'écraser sur les lignes de défense ukrainiennes, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à 4 salves. Alors ce que les Ukrainiens expliquent, c'est qu'ils combattent aujourd'hui sur des cadavres, des centaines de cadavres de Russes, mais les pertes sont affirmées, sont admises des deux côtés, aussi bien du côté russe, qui est assez rare, mais également du côté ukrainien. Podolyak, le conseiller à la présidence de Zelensky, l'a dit. Effectivement, les pertes sont très, très nombreuses. Il faut dire qu'il y a là-bas la milice privée Wagner qui agit, qui a d'ailleurs revendiqué la prise totale de Soledar, juste à côté de Bakhmout, il y a quelques jours, ce que les autorités ukrainiennes démentent. Mais ce qui est vrai, c'est que cette bataille qui continue depuis plusieurs mois devient de plus en plus difficile pour les autorités ukrainiennes. Elle est symbolique, vous l'avez dit, mais elle est aussi stratégique. Pour la milice privée Wagner, il s'agit aussi de se saisir de la plus grande mine de sel d'Europe. Soledar signifie donner le sel. Il y a donc aussi une portée stratégique pour cette milice privée qui a l'habitude de s'emparer de ressources naturelles, que ce soit sur le continent africain ou aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur le territoire ukrainien. Mais c'est également une voie, un hub stratégique logistique qui pourrait leur permettre, si jamais ils conquéraient les villes de Bakhmout et de Soledar, de pouvoir aller plus loin jusqu'à Kramatorsk éventuellement et même jusqu'à Slaviansk. Mélina, à chaque retrait des troupes russes, les autorités ukrainiennes affirment découvrir de nouvelles preuves de torture sur les populations. Comment s'effectue ce travail de collecte ? Il s'effectue de manière assez difficile, je dois le dire, ce qui est très compliqué pour les autorités ukrainiennes qui ont commencé le travail d'investigation sans attendre la fin de la guerre, c'est que cette collecte de preuves est extrêmement difficile. Alors on parle beaucoup de chambres de torture qui ont été découvertes dans les endroits récemment libérés, qu'il s'agisse de certains endroits dans le Donbass ou bien l'oblast de Kharkiv qui a été libéré à la fin de septembre, début octobre, ou encore dans l'oblast de Kherson où nous sommes rendus hier, la ville de Kherson notamment qui a été libérée le 11 novembre dernier. Nous sommes rendus dans cette ville hier avec une brigade mobile du procureur de Kiev, de la procureure de Kiev, qui est en charge d'une spécificité, les crimes sexuels en temps de guerre. Alors nous avons accompagné une équipe du procureur dans la ville de Kherson à la rencontre de 2 survivants. Alors nous ne donnerons pas leur nom pour des raisons évidentes, mais nous avons assisté à l'entretien d'un de ces procureurs avec 2 victimes. La première, un homme, un civil, qui affirme avoir été torturé, qui a expliqué longuement comment cela s'est passé selon lui, mais il explique notamment avoir subi des tortures avec de l'électricité sur ses parties génitales, parce que quand on pense aux violences sexuelles en temps de guerre, on pense souvent à la nudité forcée, on pense souvent au viol, mais il y a également ceci, des parties génitales qui sont torturées avec de l'électricité. Et ce que nous expliquait le procureur, c'est qu'il l'avait déjà vu en 2014 dans le Donbass. La volonté pour les Russes, qui certains l'affirment dans des vidéos même qu'ils filment eux-mêmes, c'est qu'ils ne veulent pas que les Ukrainiens puissent procréer. Et donc cela fait partie de la juridiction de ce procureur, de cette procureure en charge des violences sexuelles. Nous avons également rencontré un autre homme qui, lui, était entendu en qualité de témoin et qui expliquait les viols qu'avaient subis ses compagnons d'infortune dans une cellule dans laquelle il a été emprisonné pendant plus de 1 mois et demi. Ce qui est difficile avec la collecte de ces preuves, c'est qu'au-delà des preuves matérielles, donc il y a parfois des vidéos qui sont prises par les forces russes elles-mêmes et qui sont ensuite envoyées sur Telegram à de nombreux autres soldats, c'est que lorsqu'il y a des violences physiques, comme c'est le cas pour l'une des personnes que nous avons rencontrées, c'est difficile parce que ces tortures ont lieu, selon eux, à des moments où les territoires sont encore occupés par les Russes. Et dans son cas à lui, par exemple, il affirme avoir été torturé en septembre. Or, la ville de Kherson a été libérée en novembre. Alors vous le voyez, la collecte de ces preuves va être compliquée. C'est extrêmement important pour les autorités ukrainiennes parce qu'ils espèrent à terme pouvoir amener la Russie devant un tribunal international. Merci Mélina Huette, envoyée spéciale de France 24 à Mykolaïv en Ukraine.